aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons traiter de la force solidaire, et en particulier du patriotisme et du souverainisme. Donc vous l'aurez compris, hein, notre invité aujourd'hui est Raphaël Veynaud, le président de la force solidaire. Donc la force solidaire, je vais le présenter rapidement. C'est un mouvement politique souverainiste lancé en 2021, qui est constitué d'amoureux de la France. Le mouvement récemment jouit d'une certaine renommée, en tout cas d'une renommée croissante dans l'écosystème politique, a fortiori à droite, avec le hashtag récent que vous avez sûrement, en bon droitard que nous sommes, que nous avons sûrement tous vu, qui est le hashtag Sauver les clochers, hein, au niveau de la restauration et de sauver véritablement nos églises, notre patrimoine historique. Avant de passer la parole à M. Veynaud, je vais rappeler rapidement l'actualité du cercle. N'oublions pas les promotions de Noël et du jour de l'an qui se finissent très bientôt, fin du mois je crois. N'oublions pas aussi les goodies, hein, au niveau des mugs que l'on utilise dans le grand entretien notamment. Il y a aussi des pins qui sont disponibles. Voilà, je vois que dans le chat, on est très réactif et qu'on met la boutique en même temps du cercle. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi les rendez-vous du lundi. Hein, celui d'hier s'est très bien passé. On a reçu Marie-Estelle Dupont pour parler du malaise psychique dans la population française aujourd'hui. Donc pour tous nos franciliens de passage ou permanents, n'hésitez surtout pas à vous rendre au 10 rue Croix des Petits Champs à Paris afin de vous y rendre. Et aussi, si vous voulez donner au cercle, n'hésitez pas aussi à donner et à vous sub, comme on dit dans l'écosystème Twitch, sur Twitch. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, Raphaël Veynaud, vous avez 22 ans. Vous êtes étudiant en master de sciences politiques. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Pour lancer la conférence, je voudrais juste vous poser une question très simple. Qu'est-ce que la force solidaire ? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que force solidaire? Qu'est-ce que la force solidaire? L'usage du déterminant ou non n'est pas encore tout à fait tranché. Qu'est-ce que force solidaire? Alors, c'est un mouvement politique, vous l'avez dit, fondé en 2021. Je suis l'actuel président et aussi le fondateur, composé, comme vous l'avez dit, d'amoureux de la France. C'est un mouvement qui a plusieurs objectifs et dont la devise est patriotisme, souverainisme et méritocratie. Alors, ce sera tout le but de cette petite intervention, de vous présenter qu'est-ce que Force Solidaire et qu'est-ce que le patriotisme, le souverainisme et la méritocratie. Donc, en fait, votre petite question d'introduction va nous occuper toute la soirée, puisque je vais donc vous présenter le mouvement, les objectifs, la devise, l'idéologie, afin que les personnes qui nous suivent ou nous écoutent nous connaissent un petit peu plus, car comme vous l'avez dit, nous sommes montés en puissance récemment avec le hashtag Sauver les clochers, mais nous restons globalement une petite force très active, mais une petite force quand même, et il est important de bien se présenter pour que nous puissions faire connaissance avec tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous le voulez bien, je vais commencer la présentation générale de la conférence. Alors, je vais commencer avec un tout petit historique et objectif de Force Solidaire pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, le lancement officiel date du 5 mai 2021, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Nous ne sommes pas particulièrement bonapartistes, enfin, disons que ça n'est pas notre idéologie principale, mais comme tout bon Français, évidemment, Napoléon Bonaparte est un professeur d'énergie nationale, comme le dit Maurice Barrès, et on est forcément inspiré par l'épopée napoléonienne, l'épopée épique. Disons que ça donne beaucoup d'énergie pour les jeunes militants nationalistes qui composent la majorité de nos rangs. Donc, l'objectif de Force Solidaire, l'objectif principal, qui est marqué au tout début de nos statuts, c'est de promouvoir et faire gagner les idées patriotes, souverainistes et méritocrates. Le mouvement est à la fois un mouvement politique et un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que nous sommes conscients de notre petite taille relative, mais petite taille quand même, et que nous n'avons pas le pouvoir actuellement et que ce n'est pas prévu pour les mois à venir, du moins. Et donc, pour le moment, nous sommes avant tout un laboratoire d'idées. Nous cherchons à mettre en avant un manifeste qui nous sert de programme, des propositions précises.
Dans un second temps, nous chercherons effectivement à obtenir certains postes qui permettront de faire avancer les choses, sachant que ce n'est pas parce que nous n'avons pas le pouvoir aujourd'hui que nous ne cherchons pas à faire avancer les choses aujourd'hui. C'est aussi notre cas et c'est aussi ce que montre Sauver les clochers, puisqu'il s'agit de faire avancer la protection des églises aujourd'hui et on s'appuie sur ceux qui sont au poste de responsabilité aujourd'hui pour faire avancer nos combats. C'est pour ça que je vais l'expliquer. J'ai mis là dans la petite diapositive comment est-ce qu'on fonctionnait. Construction, formation, promotion, institution, ce sont effectivement nos objectifs à court et moyen long terme. On cherche à construire des idées, on cherche à former nos adhérents, on cherche à faire la promotion de nos idées, et ensuite, on cherche à faire en sorte que nos idées deviennent institutions. Notre objectif, c'est qu'il y ait un changement réel et concret, et pas simplement que nous soyons un petit cercle de lecteurs, ce qui est très bien au demeurant, mais qui restera toujours dans sa petite bibliothèque, et les idées ne sortiront jamais des quatre murs, quoi. L'objectif de Force Solidaire, c'est que les idées passent au-delà des murs, soient portées par des adhérents formés, une fois que toutes ces idées ont été solidement construites, passent par des adhérents formés, qu'on en fasse la promotion en dehors et que nos idées deviennent ensuite l'institution, que ce soit par une prise de poste à responsabilité de nos membres ou par les gens qui sont déjà en place. C'est pourquoi on ne s'interdit pas la collaboration avec des mouvements qui sont plus grands que nous. Nous ne sommes absolument pas sectaires et c'est ce que nous avons fait avec Sauver les clochers, dont je reparlerai un petit peu, puisque suite à ma tribune publiée dans l'Incorrect, nous avons contacté les députés Rassemblement National et les Républicains. Bon, ce sont les premiers qui nous ont répondu. Et nous leur avons demandé de poser une question au gouvernement. Ça a été fait et depuis, je suis en contact régulier avec plusieurs de ces députés pour faire avancer concrètement les choses avec des propositions de loi ou une mise à l'agenda du problème. Donc, nous sommes un mouvement jeune et actif où chacun peut réellement faire la différence. Du fait de notre petite taille, la plupart de nos militants sont d'ailleurs assez jeunes. Je ne connais pas exactement la moyenne d'âge, mais bon, j'ai 22 ans, je ne suis certainement pas le plus vieux, mais je ne suis pas le plus jeune non plus. Et quand je dis que chacun peut faire la différence, c'est que comme nous sommes relativement petits, ça nous permet d'avoir un contact assez rapproché, pas tout à fait proche non plus, car ce n'est pas possible, mais assez rapproché avec nos adhérents, du moins tous les militants qui veulent vraiment être actifs et veulent vraiment s'investir. Et ainsi, chaque militant peut nous faire des propositions qui seront sans doute appliquées très vite si elles sont bonnes. Ça, c'est, je dirais, l'avantage de notre taille aujourd'hui, c'est que chaque militant vraiment motivé pourra avoir un impact significatif sur nos idées et sur nos actions. Des réussites concrètes, un enracinement en cours. C'est actuellement les objectifs à très court terme. Les réussites concrètes, donc c'est Sauver les clochers, car effectivement, nous avons eu de franches réussites récentes, et un enracinement au cours. Nos idées, on les a, les contacts politiques, les actions, on les a fait. Aujourd'hui, cette année, on a deux objectifs. C'est un, nous faire plus connaître du grand public, parce que c'est aussi important de parler à tout le monde, et deux, nous enraciner localement avec des créations de sections locales, avec des référents locaux pour aller à la rencontre des gens dans la rue, puisque comme je l'ai dit, nous ne sommes pas sectaires, ça ne s'applique pas que au mouvement politique, ça s'applique à tout le monde. Notre objectif, c'est de parler à tout le monde, même si on est effectivement classé facilement de droite dure et qu'on se revendique facilement, enfin on se revendique complètement patriote, nationaliste, souverainiste, eh bien ça ne nous empêche pas de parler aux gens du quotidien, aux gens normaux qui ne sont pas forcément intéressés par nos questions. Et d'ailleurs, je dirais qu'une grande réussite de Force Solidaire, c'est d'avoir fait qu'une bonne partie de nos adhérents, je dirais à peu près un quart, un tiers, sont à l'origine des gens plutôt apolitiques que nous sommes allés trouver, avec qui nous sommes allés, enfin, avec qui nous avons discuté et que nous avons converti, car ça ne sert à rien de s'agiter avec nos idées très très fortes si c'est pour convertir des gens qui sont déjà convertis. C'est très bien, ça permet d'avoir beaucoup de résonance, mais à la fin des fins, pour faire avancer les choses concrètement ou gagner le pouvoir, il faudra convaincre le centre, la masse, qui ne s'agite pas au moindre petit mot bien lâché. Donc voilà. Je vais maintenant procéder à l'explication de notre devise pour que tout le monde puisse bien cerner nos idées. Alors, notre devise, c'est patriotisme, souverainisme et méritocratie. Avant de définir chaque mot, de manière assez grossière, hein, je vais déjà vous dire que ces trois mots ont un ordre et que cet ordre a un sens. La devise de Force Solidaire, c'est certes patriotisme, souverainisme
et méritocratie, mais c'est aussi patriotisme, puis souverainisme, puis méritocratie, dans cet ordre. Alors, on va commencer tout de suite, si vous me le permettez, avec la définition du patriotisme, même si vous savez à peu près tous ce que c'est, je tiens à le repréciser pour pas qu'il n'y ait de confusion. Donc, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, de la terre matérielle et immatérielle de nos pères. Concrètement, c'est l'amour de tout ce qui nous constitue, de notre terre, de notre culture, de notre identité commune de Français. C'est une fierté collective qui s'oppose à l'orgueil strictement individuel. C'est une adhésion à des structures certaines et sûres qui ont été construites par la tradition, où peut s'épanouir l'individu sans risquer de dériver. Alors, ça c'était pour le petit couplet, on va voir un peu ce que ça veut dire dans le détail. On oppose le patriotisme enraciné au patriotisme constitutionnel. Le patriotisme enraciné, c'est le vrai patriotisme, c'est ce qu'on défend. C'est le nationalisme de Maurice Barrès dont vous voyez l'image. Et qu'est-ce que le patriotisme constitutionnel? C'est la notion viciée que promeut Emmanuel Macron, qui lui permet de dire « nous sommes patriotes », alors qu'ils sont tout l'inverse. Car le mot a été, comme je l'ai dit, vicié par un philosophe, Habermas, pour ceux qui le connaissent, qui a inventé la notion de patriotisme constitutionnel et qui résume le patriotisme à l'adhésion à des valeurs, à une constitution, à des lois, bref, quelque chose de complètement flou, et qui ne s'intéresse pas à l'identité du peuple, à la culture du peuple, mais seulement à une adhésion à des lois qui peuvent être à peu près aimées par tout le monde et appréciées par tout le monde, et même interprétées à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui rapproche la gauche de tous bords et une certaine droite, d'ailleurs facilement, ce patriotisme constitutionnel, parce qu'il repose à la fois sur une adhésion à la Constitution et aux lois. Il repose aussi sur une adhésion à des valeurs plus ou moins universelles et assez floues. Et par exemple, il y avait Mélenchon qui disait récemment que être français, c'était adhérer à liberté, égalité, fraternité, mais que ça n'était pas une langue ou un attachement particulier. Bien, merci Monsieur Mélenchon. Donc tout le monde est français parce que allez me trouver des gens dans le monde qui sont contre la liberté, l'égalité et la fraternité, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Beaucoup vont être contre votre définition de liberté, égalité et fraternité, mais parce qu'ils vont avoir leur propre interprétation du mot. Et ils vont être globalement d'accord, puisque en fait, presque tous les peuples du monde attachent une certaine importance à ces trois notions, définies comme ils l'entendent. Donc le patriotisme enraciné, ça n'est pas une adhésion à des valeurs ou à une loi un peu floue, c'est une adhésion concrète et charnelle à la patrie, qui est la terre de nos pères. Donc, pour être clair, c'est le patriotisme constitutionnel, c'est l'adhésion à des valeurs ou à des textes de loi. Le patriotisme enraciné, c'est la volonté de continuité d'un peuple, d'une culture et d'une histoire. Alors j'ai lu il y a quelque temps un livre qui s'appelle « L'esprit familial » de Monseigneur Delassus, qui citait Monseigneur Izoard. Alors j'ai pas l'extrait sous les yeux, mais il expliquait très bien, donc c'est sur les pages 103 et 104, édition du Verbe Haut, pour ceux qui voudraient retrouver l'extrait en question, et qui explique qu'est-ce qu'est le patriotisme vraiment. C'est la perspective individuelle de la vie. Concrètement, un patriote enraciné comme nous le sommes n'a pas une vie, mais il en a trois. La première de ces vies, c'est la vie à travers ses ancêtres. C'est la vie que nos ancêtres ont imaginée pour nous. C'est tout le travail qu'ils ont fait accumuler pour préparer la terre et notre patrie à ce qu'elle soit bonne pour nous accueillir. C'est notre première vie. C'est le souvenir de nos ancêtres, c'est comme ça qu'on le perçoit, mais pour eux, c'était quelque chose de bien vivant et de bien concret. Notre deuxième vie, c'est notre vie actuelle, individuelle, voilà. Et notre troisième vie, c'est évidemment la vie de nos descendants, de nos héritiers, et tout ce que nous construisons aujourd'hui pour eux. Et cette perspective des trois vies nous permet d'appréhender le futur avec sérénité, parce que nous savons que nous allons nous projeter dans le futur, que nous n'allons certes pas être immortels ou éternels, mais que notre vie va continuité par nos actions à travers la patrie. Et c'est ce qui fonde vraiment ce patriotisme enraciné. C'est cet amour de notre héritage et notre sérénité par rapport à ce que nous allons laisser. Bref, il s'agit de récupérer l'héritage de nos ancêtres, tout ce qu'ils nous ont légué,
et de nous-mêmes le léguer aux générations futures, de manière toujours enrichie, mais jamais appauvrie. On reçoit quelque chose, on le redonne. C'est une dette qu'on a envers nos ancêtres et qu'on rembourse vis-à-vis de nos descendants. Voilà. Et je dis souvent que le patriotisme repose sur deux choses, l'identité et la tradition, ou deux verbes, protéger et transmettre. Alors, je ne vais pas disserter sur qu'est-ce que l'identité française. Franchement, il y en a qui le font pendant des heures et je serai le premier à vouloir le faire. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient prêts à m'entendre à ce sujet, parce que ça peut être long et un peu barbant, et puis il faudra faire toujours 50 000 précisions. Mais nous avons la vision d'identité française assez classique, c'est-à-dire la fusion du peuple et du travail de la terre gaulois, du fond celte, du droit et de l'administration romaine, et de la noblesse franque sous la gouverne générale du catholicisme. Il faut voir la France comme un être vivant qui va naître à un instant T et grandir. Même mieux, qui va être conçu, puis qui va naître, puis qui va grandir. Pour bien le comprendre, vous êtes tous la même personne que vous étiez enfant. Mais pourtant, vous avez tous changé à travers le temps, à travers vos expériences. Donc, il ne s'agit pas de dire que la France est figée, mais qu'elle a une identité propre qui se poursuit, qui continue à travers toute son histoire. Et c'est pour ça que voir la France comme un individu, c'est le meilleur moyen de bien le comprendre. La France, comme nous, a été conçue à un instant T, avant même qu'on ait conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire que la France préexiste à sa conscience nationale, puisqu'un bébé préexiste physiquement à sa conscience de lui-même. Puis elle naît avec la conscience nationale, avec la conscience. En réalité, nous, on est aussi avant, mais bon, c'est pour bien comprendre. Et on va grandir et évoluer. Mais on va rester la même personne, de la même manière que la France reste la même personne. Je fais cette précision rapide pour éviter que les gens nous disent « Oui, mais la France, au XVe siècle, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. » Merci, on est au courant. Et vous, quand vous aviez 5 ans, est-ce que vous étiez la même personne qu'aujourd'hui? Bon, vous avez changé, mais oui, vous êtes bien la même personne. Bref. Bon, les traits culturels qui se fixent à cette identité et qui l'enrichissent sont très nombreux. Je vais pas les développer là. Vous les connaissez sans doute et puis vous les expérimentez au quotidien. Ce sont les rapports, par exemple le rapport entre les hommes et les femmes, que ce soit la vision du catholicisme ou l'amour courtois, la galanterie, l'art gastronomique à la française, qui est à la fois un fait social et un art à part entière. Bref, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et il y a plein d'autres choses à dire intéressantes sur notamment la place des identités locales dans cette identité française. Elle est très importante. Je ne peux pas développer plus que ça parce que sinon vraiment mon exposé va durer des heures. Mais je vous promets que ce sera le sujet d'une de mes futures interventions ou d'un de mes futurs propos écrits ou oraux. Mais je ne vais pas vous barber plus longtemps avec le patriotisme. Vous savez ce que c'est. Mais il faut bien comprendre que c'est le fondement de notre mouvement. Tout le reste découle de là. Un amour sincère de ce qu'est la France. Et je considère qu'on devrait exiger cela de tous les acteurs politiques pour leur faire confiance. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu, et vous n'êtes sans doute pas convaincu aussi ici, que tous les acteurs politiques portent vraiment cet amour de la France et cet amour de l'héritage de nos ancêtres dans leur combat politique. Je vais passer à notre deuxième mot dans notre devise, qui est le souverainisme. Donc, le deuxième mot de notre devise, c'est le souverainisme. Bon, qu'est-ce que le souverainisme? Déjà, vous pouvez voir tout de suite dans le titre, un moyen, 2 points, le souverainisme. Et je vais l'expliciter. Pourquoi est-ce que j'ai mis un moyen? Alors, qu'est-ce que le souverainisme? Bon, je suis invité par le cercle Aristote. Je ne vais pas vous faire un cours très long, parce que vous êtes tous déjà, je pense, des triples doctorants dans le souverainisme et dans la souveraineté. Donc, je ne vais pas oser vous faire une grande leçon du haut de mes 22 ans. Ce serait un petit peu cavalier de ma part. Mais je vais quand même rapidement dire qu'est-ce que représente le souverainisme pour nous, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, le souverainisme, c'est la revendication de la souveraineté. Merci, monsieur le professeur. Mais bon, il faut bien le dire quand même. C'est-à-dire revendiquer les attributs du souverain à une nation. Alors, on peut faire cette revendication, je vais revenir sur la définition de souveraineté d'attributs du souverain, mais on peut faire cette revendication soit parce que la nation que l'on défend n'a pas d'État, c'est le cas du Québec, d'où vient le mot en français. Chez eux, le souverainisme, ça veut dire l'indépendance. Ou alors, on peut revendiquer parce que l'État n'a pas tous les attributs du souverain, et donc n'a pas la souveraineté, même si elle fait semblant de les avoir.
parce qu'elle les a perdus ou pour plein d'autres raisons. Et c'est le cas de la France. Alors, deux petites définitions de la souveraineté que vous connaissez déjà tous. Il y a celle de Jean Bodin, faire et casser la loi, qui est vraiment celle qu'on a tous en tête, je pense, quand on parle de souveraineté de manière générale. Moi, je préfère quand même celle de Raymond Carré de Malberg, qui a ce mot, la compétence de la compétence. La souveraineté, il faut bien comprendre que c'est ça, c'est la liberté, la capacité de décider et de récupérer, d'exercer une compétence. C'est la liberté de choisir ce qu'on fait, tout simplement. Pour voir, et donc, évidemment, la souveraineté par nature n'a pas de tutelle, elle ne permet aucune tutelle. Si elle a une tutelle, c'est que c'est cette tutelle qui est souveraine. S'il y a quelque chose qui décide à notre place de ce qu'on peut décider ou non, eh ben, c'est cette chose-là qui décide, qui est souveraine. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons la liberté de décider. Donc, pour voir est-ce que la France est souveraine aujourd'hui, eh bien, il faut regarder plusieurs attributs. On dit que la souveraineté, c'est faire et casser la loi. Jean Bodin, ça c'est la souveraineté législative. Mais il y a d'autres attributs du souverain. En général, on va en donner 4. Judiciaire, législative, monétaire, diplomatique. Évidemment, il y a l'exécutif, mais l'exécutif est peut-être plus difficile à voir puisqu'effectivement, c'est l'administration française qui fait les choses. Donc aujourd'hui, on regarde 4 critères, judiciaire, législatif, monétaire, diplomatique, et on voit si la France est souveraine. Je vous rappelle que si elle a une tutelle, elle ne l'est pas. Alors, on regarde. Bon, en matière judiciaire, c'est facile, non. Voilà, donc les arrêts peuvent être attaqués, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, le juge en France n'est pas complètement libre. Il y a une puissance judiciaire en France, mais elle a une tutelle. Donc la France en matière judiciaire n'est pas tout à fait souveraine. Après, un abandon de souveraineté peut être librement consenti, mais déjà il faut dire cela, il n'y a pas de souveraineté totale en matière judiciaire. Deuxièmement, en matière législative, bon, là encore, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a les directives européennes, des lois, des dispositions peuvent être attaquées devant la Cour de justice de l'Union européenne et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, les gens sous-estiment assez largement le nombre de dispositions impossibles à prendre en matière économique. C'est quand même le point le plus important, puisque l'Union européenne a été construite dans une démarche fédéraliste, mais à l'origine, le projet à la base de cette Union européenne, c'est le marché commun. Et c'est vrai que les gens sous-estiment vraiment le nombre de dispositions qu'il est aujourd'hui impossible à prendre. Et il y a quand même des souverainistes qui ont commencé à faire la liste des dispositions économiques proposées dans les programmes politiques des personnes, impossibles à prendre à cause du manque de souveraineté. Et elle est assez énorme. Notamment, il est interdit de subventionner des campagnes de publicité qui inciteraient, subventionnées avec de l'argent public, qui inciteraient à consommer français. Voilà, c'est quelque chose qui est interdit parce que ça ferait concurrence avec les autres produits des États membres. Il y a énormément d'autres choses. Évidemment, tout protectionnisme est à bannir. Il y a énormément d'autres dispositions qui sont impossibles à prendre. Je ne vais pas tous les détailler, mais les gens sous-estiment vraiment cette incapacité française en matière économique. Mais il y a aussi le cas en matière d'immigration et de plein d'autres choses, plein d'autres domaines. Ensuite, en matière monétaire. Bon, pas de souveraineté, évidemment. Nous sommes sous le régime de l'euro. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre. En matière diplomatique, enfin, il y a une souveraineté qui est discutable. Certaines personnes vont dire que non, avec l'OTAN notamment, avec l'ONU. La France reste globalement le moteur, l'État reste globalement le moteur en matière de relations internationales. C'est vrai que vis-à-vis de la politique Ukraine-Russie, comme on est assez aligné avec les politiques occidentales, avec les politiques de l'OTAN, il y a des remises en question, mais si on voit l'affaire, par exemple, de la Turquie, qui avait eu il y a quelques années, c'était la France qui avait pris les devants, et certainement pas l'Union européenne ou l'OTAN. Et il y a souvent des choses comme ça vis-à-vis de l'Afrique, par exemple. Donc, la capacité diplomatique de la France a été amoindrie. Est-ce que la France est encore souveraine en matière diplomatique? C'est sujet à débat. Mais de manière générale, on peut dire quand même que donc, la France n'est pas souveraine, parce qu'elle ne l'est en tout cas absolument pas en matière judiciaire, législative ou monétaire, et elle ne l'est globalement pas en matière diplomatique. Donc, maintenant, vous voyez sans doute pourquoi je veux dire que le souverainisme est un moyen.
Le souverainisme est le moyen de quoi? De notre patriotisme. Parce que on peut avoir toutes les meilleures idées du monde. Si on ne peut pas les appliquer, elles ne servent à rien. Et aujourd'hui, c'est le cas. Sauf si vous êtes pile dans le logiciel de l'Union européenne, ce qui est possible. Là, d'accord, vos idées, elles pourront être appliquées, il n'y a pas trop de problème. En revanche, si vous divergez un petit peu, et il y a quand même plus de chances que n'importe quel individu soit plutôt éloigné de l'Union européenne plutôt que pile dans l'axe souhaité par l'Union européenne, eh bien, si vous êtes un petit peu différent, vous ne pourrez pas appliquer votre méthode, vos propositions, parce que l'Union européenne vous en empêchera. Un vrai libéral, il est contre l'Union européenne. Mais un vrai socialiste aussi. Un royaliste, il est contre l'Union européenne. Enfin, tout ce que vous voulez, en fait. Prenez toutes les idéologies que vous voulez. Un écologiste absolu et extrêmement convaincu, il est contre l'Union européenne. En réalité, toute idéologie vraiment qui veut s'affirmer par ses propositions est contre l'Union européenne. Sauf à être exactement dans l'axe voulu. Et c'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. Et nous, c'est aussi notre cas. Déjà, la souveraineté en soi est pour nous nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'on voudrait une souveraineté quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même si l'Union européenne était exactement dans notre idée, on serait contre, parce que pour nous, c'est à la France de décider, parce que la terre des pères, la terre de nos ancêtres, la patrie, et notre nation aussi, il y a une petite distinction à faire, mais voilà, c'est la France, ça n'est pas l'Europe, jamais. Donc, même si on était pile dans l'axe, on serait contre l'Union européenne. Mais en plus de ça, aujourd'hui, toutes nos propositions, elles ne peuvent pas être mises en place. Donc, je voudrais adresser un petit mot aux euro-identitaires que je combats sur énormément de points. Messieurs les euro-identitaires, messieurs les héritiers de la nouvelle droite, arrêtez de dire souveraineté ou identité. Arrêtez de dire oui, vous, c'est le contenu ou le contenant qui vous intéresse. En fait, vous n'avez rien compris. Il y a des souverainistes, comme je vous l'ai dit, qui sont effectivement, qui n'ont pas du tout les mêmes projets que nous, qui s'en fichent du contenu. Il y a des souverainistes de toute obédience, hein. Il y a des socialistes, il y a des royalistes, il y a de tout, parce que tous les projets nécessitent la souveraineté. Mais aujourd'hui, pour nous et pour bon nombre de souverainistes, ce n'est pas identité ou souveraineté, c'est souveraineté parce qu'identité. Bah oui. C'est contenant parce que contenu. C'est parce qu'on défend la France et qu'on veut mettre des politiques pour la France, que ce soit en matière économique ou migratoire ou écologique ou de relations internationales ou que sais-je, ou agricole, etc., que nous sommes pour la souveraineté. Ce n'est pas un principe rival de notre identité, c'est une nécessité pour nous affirmer. Et ce sont les premiers à crier contre les politiques migratoires, contre le fait « Oh là là, on n'est plus assez de blancs en France, c'est horrible. » D'accord. Mais il faut se réveiller au bout d'un moment. Les politiques migratoires qu'il faut mettre en place pour lutter contre l'immigration de masse, elles ne se feront pas dans le cadre européen, et elles se feront encore moins dans le cadre de l'Union européenne. Et ne pensez pas à la changer. On vous l'a déjà démontré que ça n'était pas possible. Alors, au bout d'un moment, il faut arrêter de poser souveraineté et identité, parce que nous répondons souveraineté parce qu'identité. Et je pense que c'est la position de la majorité des souverainistes de notre bord. Voilà. Parenthèse fermée. Enfin, qu'est-ce que concrètement ça veut dire la souveraineté pour nous? C'est une sortie de l'Union européenne, c'est que ce soit de manière douce ou de manière forte. Hein. Ça, il y a beaucoup de choses, on peut en débattre. On peut dire, on peut faire d'abord une loi en disant, bon, ben voilà, toutes lois à partir de maintenant prises en France sont au-dessus en termes d'importance au traité. De facto, ça nous fait sortir de l'Union européenne. Ou on peut faire l'article 50, enfin bref. Sortie de l'Union européenne, sortie intelligente en préparant notre administration à l'avance et pas de manière abrupte. Et sortie de la Convention européenne des droits de l'homme. Ou du moins sortie ou critique d'un certain nombre de protocoles additionnels. Notre souverainisme, ça n'est pas un isolationnisme, c'est un retour à la liberté. C'est un retour à la liberté de traiter avec qui l'on souhaite, comme on le souhaite. Ça n'est pas un isolationnisme, hein. C'est vraiment pour pouvoir parler à tout le monde, en Europe et hors d'Europe, d'égal à égal, de manière libre.
Nous proposons, avec la sortie de l'Union européenne, la création d'une union de coopération latine avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi hors de l'Occident avec la Grèce et la Roumanie, pour un certain nombre de sujets. Il s'agit aussi de faire une collaboration, par exemple, avec le Canada ou avec des pays d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique. Bref, c'est vraiment tout sauf un isolationnisme. D'ailleurs, nous ne sommes pas contre des accords de libre-échange, qu'ils soient bilatéraux ou de zone. Au contraire, on peut être plutôt pour. Bref, la souveraineté, ça n'est pas un isolationniste. Au contraire, c'est une liberté de choix, de communication. Et c'est ce que nous défendons. Voilà. Je vais maintenant passer au troisième de nos principes. Si vous voulez m'interrompre, me poser une question ou quelque chose, vous pouvez le faire maintenant. Non, allez-y, continuez. On reviendra ensuite. Okay. Alors, là, on a un petit souci, excusez-moi, parce que ma diapositive s'affiche directement avec un schéma très moche que j'ai fait, hein, je l'ai fait en 2 minutes avant de venir, je suis complètement au fait qu'il est complètement moche, mais du coup on voit pas les propos qui sont tenus en dessous, ça n'est pas bien grave, je vais vous définir méritocratie, et ensuite on ira sur ce schéma. Pour pas que vous soyez perturbés, je vais rester sur la page du souverainisme et on reviendra sur le schéma ensuite. Hop. Alors, le troisième de notre principe, c'est la méritocratie. Alors, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une hiérarchie dans nos principes. Patriotisme, puis souverainisme, puis méritocratie. Je dis souvent donc patriotisme, un idéal, souverainisme, un moyen, méritocratie, une qualité de notre idéal. L'objectif est de garantir une société juste et efficace. Je vous arrête tout de suite. C'est sans doute le mot de notre devise qui est le moins compris, qui est le plus dénoncé à droite comme à gauche. Donc, on va revenir à zéro. Déjà, c'est une valeur qui est très mal comprise par les pros et par les contres. Il y a des gens qui se disent pour la méritocratie, qui ne comprennent rien à ce que c'est, et il y a des contres qui sont contre, mais qui ne comprennent rien non plus à ce que c'est. Et c'est absolument catastrophique. Alors moi, je vais vous apporter la vraie vérité, hein, comme on dit. En réalité, c'est évidemment une vision qui est pour moi la bonne, qui est pour Force Solidaire la bonne, mais que je peux comprendre qu'elle est contestable, parce que le mot méritocratie est un mot problématique en soi, tellement il a été réinterprété, interprété et réinterprété. Le patriotisme et le souverainisme aussi, hein. Mais la méritocratie, c'est un point encore plus important. Cependant, je pense que c'est une erreur de vouloir l'abandonner, et donc il faut expliquer ce que c'est. Alors, les gens qui sont contre la méritocratie, et les gens qui sont pour d'ailleurs, mais surtout les gens qui sont contre, se sentent en général très malins de sortir tous exactement les mêmes arguments qu'ils ont appris en boucle en général en lisant des auteurs qui eux-mêmes ne comprenaient pas vraiment ce qu'était la méritocratie, ou en regardant des vidéastes. Et en général, ils disent juste « Ah, le mérite n'existe pas, et puis merci, au revoir ». Et ils pensent qu'ils ont réussi à attaquer le principe de méritocratie. Bon, c'est un petit peu facile, mais parce qu'en fait, la méritocratie est tellement mal comprise que, évidemment, que ça arrive à des pensées comme ça. Alors, messieurs qui sont en train de dire dans le chat, s'il y en a, je ne sais pas, le mérite n'existe pas, la méritocratie n'est qu'un système pour perpétuer les avantages de classe, voilà. Bon, tous les arguments que vous avez, nous les connaissons déjà. Alors maintenant, est-ce qu'on va chercher un petit peu à avancer? Je vous propose de le faire. Pourquoi est-ce que méritocratie est mal compris par les pros et par les contres? Déjà par les pros, parce que les contres, j'en ai parlé. Par les pros, Emmanuel Macron se revendique parfois de la méritocratie. On a quand même entendu une secrétaire d'État macroniste nous dire que la méritocratie, c'était de mettre des quotas partout. Bon, c'est l'exact opposé, hein. Donc, définissons ce qu'est la méritocratie. La méritocratie, déjà, on va faire un petit historique de la notion. Pourquoi est-ce qu'il est mal compris? Parce que le mot méritocratie, il a été popularisé en 1958 par un livre de Michael Young qui s'appelle The Rise of Meritocracy, que je dis avec un accent absolument horrible. Donc, j'ai vite arrêté et le dire en bon français, The Rise of Meritocracy. Le but du livre, du roman,
c'était de faire une dystopie contre le système qu'il a appelé lui-même la méritocratie. Donc, il faut voir que vraiment, à l'origine du mot comme il est entendu aujourd'hui, il y a une critique de ce que c'est. Et le problème, c'est que les pseudo-pro-méritocratie se sont enfermés dans cette définition pour défendre un projet qui, dès lors, était biaisé dès l'origine, parce que présenté et construit par les adversaires du système méritocratique. J'espère que vous me suivez. Donc, pour comprendre ce qu'est la méritocratie, ce que dénonçait Michael Young, il faut comprendre les fondements philosophiques et historiques de ce qu'il dénonçait et pas de ce qu'il dit lui. Vous comprenez? Michael Young critique un système. Plutôt que de voir quelle est la vision de Young pour comprendre ce système, regardons quel était le système qu'il critiquait et pourquoi. Donc, on va commencer. Et on va commencer cette définition de la méritocratie avec un petit exercice de pensée que j'espère tout à fait passionnant. Vous êtes professeur de mathématiques dans le supérieur et vous devez corriger 2 travaux de vos élèves, celui de l'élève A et celui de l'élève B. Alors, vous regardez la copie de l'élève A, vous corrigez. C'est très simple comme travail de mathématiques parce que vous avez eu la bonne idée de faire 20 questions, chacune notée sur 1 point, et en fonction de ce à quoi ils ont répondu, vous pouvez noter sur 20 facilement. Et donc, le premier a 14 bonnes réponses, donc il mérite 14 points, 14 sur 20. Le deuxième a 16 bonnes réponses sur les 20, donc il mérite 16 sur 20. Alors, question, quelle note donnez-vous à chacun des élèves? Sans doute 14 à l'élève A et 16 à l'élève B. Vous allez sans doute pas mettre 15 partout parce que bon, c'est à peu près proche et puis c'est pas grave. Donc 14 à l'élève A, 16 à l'élève B. Si vous avez répondu différemment à cette question, là j'avoue que la suite de la démonstration va être, la suite de la présentation plutôt, va être difficile à suivre et on va pas être d'accord sur les fondements, donc je vous invite à me contacter à côté et puis on en rediscutera. Allez, on reprend l'expérience de pensée, c'est la même chose. Ce sont les mêmes travaux, élève A, élève B. Mais maintenant, on a quelques détails sur ces élèves. Alors, vous savez que l'élève A, il a travaillé des journées entières pour faire ce travail. Vraiment, tous les jours, il se couchait super tard. Et en plus, il vient d'une famille très peu favorisée. Bref, c'est la grosse galère. Il a fait son travail, il a 14 bonnes réponses, mais vraiment, il a travaillé d'arrache-pied, ce qui est bien 14. Tandis que l'élève B, il vient d'une famille qui n'est pas forcément ultra aisée, mais dont le père, la mère et les grands-parents sont tous professeurs de mathématiques. Il a baigné dans les mathématiques depuis qu'il est tout jeune. Il a préparé l'examen, mais il a vraiment travaillé 2 heures avant, contrairement à l'autre qui en a travaillé au moins une quarantaine. Maintenant, quelle note vous donnez à qui en sachant cela? La méritocratie, c'est de dire la même chose. Peu importe si l'élève A a beaucoup travaillé ou non, si c'est le fils du ministre ou non, si il est plus intelligent ou non. Si son travail vaut 14, vous lui donnez 14. Et pareil pour l'élève B, peu importe s'il n'a pas travaillé ou pas, si son travail vaut 16, vous lui donnez 16. Donc, c'est ça la méritocratie en fait. La méritocratie, et je vais un peu mieux présenter, je vous rassure, on ne va pas s'arrêter juste là. La méritocratie, la définition qu'on peut en donner dans un premier temps, avant d'aller vraiment en profondeur, c'est un système qui garantit les meilleures places dans un domaine aux meilleurs dans ce domaine, peu importe l'origine de cette qualité de meilleur. Parce que quelqu'un qui mérite un traitement, c'est quelqu'un qui est le mieux placé pour le recevoir. Pourquoi? D'où est-ce que je le sors de cette notion? Et ensuite, on va voir un petit peu les arguments de justice sociale qu'on peut opposer. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir à la philosophie grecque, à la définition de celui qui porte le nom de cette chaîne, d'Aristote, de la notion de justice. Alors bon, je l'ai résumé grossièrement. Globalement, la justice, selon Aristote, c'est donner à chacun ce qui lui revient. Et le régime de la justice, c'est le gouvernement des meilleurs, qui a un nom pour tous les hellénophiles que vous connaissez, qui est l'aristocratie, aristoi, les meilleurs,
Kratos, le pouvoir au meilleur. Et en fait, on pourrait dire que le système méritocratique est une forme d'aristocratie. Il ne s'agit pas de donner des pouvoirs politiques, mais des pouvoirs sociaux, des positions sociales voulues en fonction de la qualité de meilleur. Problème étant qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes Force solidaire, mouvement patriotique, patriote, souverainiste et aristocrate. Parce que nous sommes en France et que nous ne sommes pas des gens qui nions l'histoire. Et dans notre pays, le mot aristocratie, il est lié à une histoire particulière. Pour nous, l'aristocratie est souvent confondue avec le mot noblesse. Même s'il y a beaucoup d'auteurs de très bonne qualité qui arrivent à ne pas faire cette confusion, aujourd'hui, c'est impossible. Alors déjà que le mot méritocratie est difficile à réhabiliter dans toute sa notion originale, autant le mot aristocratie, c'est absolument impossible. Donc, pour éviter ça, on utilise un autre mot, méritocratie, le pouvoir au méritant, et pas le pouvoir du mérite. Comme aristocratie était le pouvoir des meilleurs, et pas le pouvoir du meilleur. Vous comprenez la différence? Le système des 3 classes en France, noblesse, clergé, tiers état, bien que simplifié, et bien que justifié historiquement, je ne suis pas en conférence d'histoire, mais effectivement, il y a des justifications rationnelles, historiques et coutumières, est incompatible en réalité avec la notion de méritocratie, puisque certains honneurs étaient réservés à certaines naissances. Ce qui est impossible en méritocratie, l'honneur particulier est réservé aux meilleurs dans le domaine. Alors, la méritocratie, on ne la rêve pas comme ça, comme un système parfait. Évidemment que c'est un système qui est compliqué à mettre en place et qui d'ailleurs est un idéal sans doute jamais atteint, de la même manière qu'une France parfaitement souveraine, sans aucune tension, et sans doute un idéal. Il y a eu des tensions avec la papauté, avec des ennemis géopolitiques qui voulaient interdire à la France d'exercer sa souveraineté. Pareil, le patriotisme, on ne peut pas vouloir que toute la France soit absolument patriote. Il y aura forcément des gens qui ont une idéologie antipatriote. Bref, en général, ce sont des idéaux et il faut chercher à aller le plus loin dans cet idéal, le plus proche de cet idéal, mais l'atteindre va être compliqué. Il y a une expression quand même, il y a des expressions historiques de la méritocratie. La première expression historique, elle se retrouve en Chine. Il s'agit des examens impériaux chinois qui datent de 605, la dynastie des Sui, si je ne dis pas de bêtises, à 1905, la dynastie des Qing, que les plus sinophiles du coin, et non pas les cinéphiles, commentent dans le chat pour me dire si je me trompe. Il me semble que c'est 605-1905 des Sui au Qing. L'objectif de ces examens impériaux, c'était de faire passer de longues épreuves à des gens venus de toutes parts, de toutes les classes sociales, pour rentrer dans l'administration d'État. Et c'était justifié par une doctrine confucéenne et néo-confucéenne, mais n'allons pas dans tous ces détails. L'objectif de ces examens impériaux, c'était de garantir une bureaucratie d'État de très haute qualité, une administration de très haute qualité ouverte à tous. Et d'ailleurs, ces examens impériaux ont un héritage en France qui existe encore aujourd'hui. Il s'agit des concours aux grandes écoles. Et les concours aux grandes écoles aujourd'hui encore, la prépa aujourd'hui encore, n'en déplaise à certains courants, c'est encore la meilleure manière de monter socialement. On en connaît tous avec le système des bourses, etc. La méritocratie permet à tout le monde de s'élever. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle ne garantit pas forcément la réussite à tous. Et elle ne garantit pas le même point de départ à tous. Continuons. Elle suppose, la méritocratie, pour fonctionner, une éducation publique gratuite et accessible à tous de très bonne facture. Pour 2 raisons. Une éducation gratuite de très haute facture, de très bonne facture, permet la possibilité à tous de s'élever, mais aussi de garantir les meilleurs des meilleurs, si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, pour faire émerger les meilleurs qui auront les meilleurs postes, il faut encore s'assurer que ce soit les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire la meilleure qualité qu'on peut avoir de meilleurs dans notre pays, pour avoir ces postes de qualité. Et Alors, Raphaël, je me propose juste de vous couper 30 secondes. Oui.
Alors, sûr. il est 21h20, Ouais. sachant qu'il faut que l'on arrête l'émission dans un quart d'heure environ. Je vous Ouais. propose de finir assez rapidement pour qu'on puisse passer aux questions. Oui, je vais faire ça très vite, pas de souci. Dans tous les cas, ça sera amené à être détaillé dans d'autres interventions. Mais bon, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'une école de bonne qualité permet que la sélection se fasse à l'intérieur des notions enseignées à l'école et non pas en dehors. C'est-à-dire que plus l'école est de qualité et de haut niveau, plus la sélection entre bons et mauvais élèves, pour faire simple, se fera dans le cadre à l'intérieur de l'école, alors que plus elle est de bas niveau, plus la sélection se fera sur ce qui est à l'extérieur de l'école, donc c'est-à-dire les gens qui ont l'avantage d'avoir une bonne éducation ou un bon milieu social seront avantagés puisque la sélection des meilleurs et des moins bons se fera sur des choses acquises en dehors de l'école. Bon, j'avance un peu plus vite, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur la méritocratie. Il y a énormément d'autres choses que j'aurais à développer, mais comme j'ai envie quand même d'avoir un peu de temps pour les questions, je vais passer à mon schéma moche pour faire comprendre la critique qu'il y a de la méritocratie. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est très beau, c'est très bien et c'est possible de faire cette méritocratie, mais en fait, malheureusement, il y a des gens qui partent avantagés dans la vie. Oui, oui, effectivement, il y a des gens qui partent avantagés, mais il faut voir du point de vue de la société. Qu'il y ait des gens qui partent avantagés, c'est bien normal et c'est naturel du fait du système familial et patriote. Je prends un exemple simple. Si moi, demain, je veux être agriculteur, eh ben, en me lançant dans la création d'une coopérative agricole ou d'une exploitation agricole, sans doute que j'aurai des plus mauvais résultats qu'un fils d'agriculteur dont les parents étaient agriculteurs, les grands-parents, etc., etc. Le fait qu'on ne parte pas tous des mêmes positions, c'est normal et à vrai dire, ce sera toujours le cas. Il ne faut pas chercher à interdire cela. Et d'ailleurs, c'est une richesse que d'avoir une diversité d'héritage parce que ça permet des spécialisations. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dedans, hein, attention. Ce que je veux dire, c'est que la méritocratie fait qu'il peut, pour des raisons de justice sociale, y avoir des corrections, mais ces corrections, elles doivent toujours se faire en amont, c'est-à-dire via des politiques d'éducation, d'accès à la culture, pour tous. Elles doivent se faire en amont et vers le haut, mais jamais en aval, avec des politiques de quotas, de correction. Voilà, quelqu'un n'est pas très bon, mais comme il est dans nos quotas, il faut le mettre là ou là. Ça, c'est une politique de correction en aval et qui se fait vers le bas contre les meilleurs, ceux qui mériteraient leur place. Et donc, pour finir sur la méritocratie, petit schéma. Le ressentiment que certains peuvent exprimer vis-à-vis de la méritocratie, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que la méritocratie qu'on défend se fait dans un contexte particulier, un patriotisme enraciné à travers les familles. Ce n'est pas une vision strictement individuelle. Regardons les deux lignes à gauche en rouge. Et vous voyez qu'il y a un petit point qui est rouge foncé. Donc, vous avez 5 individus, tout à gauche, qui partent de différentes classes sociales, de différentes richesses particulières. On va suivre un rouge plus foncé, un individu qui veut absolument, son objectif dans la vie, ça ne veut pas dire que c'est ce que défend forcément la méritocratie, mais son objectif dans la vie, c'est d'être plus riche. Et c'est quelqu'un de très ambitieux qui va énormément travailler pour. Et vous voyez, il va réussir dans un système méritocratique à s'élever, à être plus riche. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est possible pour tout le monde, mais c'est possible. Cependant, il y a des gens qui sont nés plus haut que lui, les deux rouges du haut, et qui resteront toujours plus haut que lui. Et ça le frustre énormément. Mais la méritocratie s'apprécie sur le temps long. Vous n'êtes pas seul, vous avez 3 vies. Vous êtes héritier de la vie de vos ancêtres. Et vos descendants sont héritiers de ce que vous avez fait. Et vos descendants peut-être continueront ou pas le même chemin que vous. Et la méritocratie garantit leur possibilité, et non pas leur réussite, de s'élever, et donc garantit sur le long terme la possibilité de s'élever dans la hiérarchie sociale ou des conditions de richesse. Mais il faut pour ça une éducation de très haute qualité, et c'est ce que nous défendons chez Force Solidaire. Et je vous prie de bien comprendre la méritocratie sur le temps long. Pour finir, toute petite parenthèse sur la méritocratie, la noblesse d'Ancien Régime, quand on anoblissait un individu, on anoblissait sa famille. Donc d'une certaine manière, l'aristocratie avait quand même un peu compris ce qu'elle était à l'époque.
Voilà, alors j'ai fini, vous pouvez lire voilà, cette petite conclusion. Force Solidaire n'attend que vous. Cotisation annuelle est de 10 €. On recrute un peu partout en France, de toutes les compétences, que ce soit des gens qui veulent militer sur le terrain, des techniciens, de la graphisme, com, code, des intellectuels pour affiner notre doctrine. Sachez qu'il y a toujours des choses à faire chez Force Solidaire et qu'ensemble, notre objectif est de faire la France que nous voulons léguer à nos descendants. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet pour adhérer. Vraiment, je vous enjoins à adhérer, à nous rejoindre, parce qu'on a vraiment besoin d'un maximum de gens motivés et vous pouvez faire la différence dans notre mouvement. Et nous avons une chaîne YouTube, un Twitter. Je suis d'ailleurs sur Twitter, Raphaël Venot, et un Discord. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci à vous, Raphaël, pour cette intervention qui est, ma foi, assez claire sur un écosystème qui fait partie du nôtre aussi. Donc, de toute manière, nos thèses se rejoignent. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Afin d'aller assez vite dans cette conclusion, dans la partie questions-réponses, tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées, Claire Sturgeon et Balnelius, pardon, en priorité pour leur Prime. Merci à vous. Hein, c'est une manière de contribuer aussi au cercle. N'hésitez pas à faire de même. Merci à vous encore une fois. On va passer aux questions. Alors, première question de Starway. Est-ce que patriotisme constitutionnel égale légalisme, en fait? C'est une bonne question. Ça va encore plus loin que ça. Mais oui, le patriotisme constitutionnel se fonde sur un certain légalisme. Il faut juste voir qu'il y a une démarche en plus d'adhésion aux valeurs des lois qui constituent la société dans laquelle on fait partie. Donc, c'est pas seulement suivre les lois, c'est adhérer à celles-ci et croire que c'est le respect de celles-ci qui fonde l'appartenance à une communauté nationale. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Je pense qu'il en sera heureux de cette réponse. Deuxième question de Chando, un petit peu plus pratique, surtout pour vous qui êtes encore étudiant. Peut-on vraiment être enraciné, comprenons dans le terreau français, quand on est un urbain vivant seul dans une chambre étudiante au milieu d'une jungle de béton? Alors, je suis étudiant. Heureusement, je ne vis pas seul. Je suis avec ma copine. Et je vis heureusement dans le centre-ville. Cependant, c'est une très bonne question. Et en fait, ça renvoie à la problématique générale dénoncée déjà par Barès, hein, donc ça fait plus de 100 ans, du déracinement. Je pense qu'on est tous une jeunesse déracinée. Mais ce qu'il y a de bien, si je peux me permettre de filer un petit peu la métaphore, c'est que nous avons tous, nous, jeunes arbustes, le souvenir de nos racines et le souvenir de la terre dans laquelle nous étions plongés, dans notre première vie du moins. Et de ce fait, le déracinement n'est pas une fatalité et nous sommes une preuve que le réenracinement est possible. Et le mieux est évidemment d'être encore dans son village ou dans la ville de ses ancêtres, parce qu'on peut être enraciné dans une ville. Hein. Attention, pas de haine anti-urbaine. C'est tout à fait possible et c'est la majorité des gens aujourd'hui peuvent être enracinés dans une ville. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de vraiment s'enraciner dans un endroit, peuvent faire, et c'est ce qu'ils font déjà, c'est de se pencher sur leur généalogie, sur leurs ancêtres, sur ce qu'ont fait leurs ancêtres pour eux, et de se rattacher à cet héritage et bien de le comprendre pour s'en faire les continuateurs. Voilà. D'accord, ok, très bien, c'est très clair. Deux questions en une, en tout cas, ce sont le chat a postulé à donner deux questions en une, Maxime Dupont et Chando pour ne pas les citer. Pourquoi vouloir une sortie des droits de l'homme et, dans une autre mesure, en même temps, sortie des droits de l'homme ou de la Cour européenne des droits de l'homme? Alors, nous ne sommes pas pour une sortie des droits de l'homme, bien que je dénonce le caractère des droits de l'homme qui sont des principes, des idéaux à atteindre juridiquement. Certains, aujourd'hui, les droits de l'homme sont vus comme des droits, comme des lois en tant que telles, alors que ça n'était pas vraiment l'objectif. Donc, perçus comme des principes idéaux à atteindre, enfin des idéaux à atteindre, je ne suis pas contre forcément les droits de l'homme dans leur ensemble. Je suis contre le droit de l'hommisme, comme expliqué par Jean-Louis Harwell. Donc, je ne suis pas pour sortir des droits de l'homme, je parlais bien de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et à vrai dire, toute la Convention n'est pas à jeter. Il est possible de dénoncer un certain nombre de protocoles qui nous empêchent aujourd'hui
d'appliquer un certain nombre de pratiques. Je donne un exemple simple parce qu'on en a eu un exemple récent avec l'Ocean Viking. Mais depuis un protocole, alors je crois que c'est le protocole 4, si je dis pas de bêtises, j'ai rien sous les yeux, mais il me semble que c'est le protocole 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, je vérifierai et je pourrais le redire par exemple sur mon Discord, il est impossible de procéder à une expulsion collective des réfugiés. Ça, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui l'interdit. Il faut procéder à l'examen individuel de chaque dossier. Et pour certaines politiques migratoires, eh ben, il est nécessaire de procéder à des expulsions collectives parce qu'il faut savoir qu'une expulsion individuelle, eh ben, une expulsion individuelle, déjà, il faut examiner chaque dossier, mais en plus de ça, chaque dossier, chaque jugement peut faire l'objet de recours, d'appels et toute la procédure qui suit. Donc évidemment qu'il faut être un petit peu plus rapide pour être un petit peu plus efficace. Et pour ça, il va falloir dénoncer un certain nombre de protocoles de la Convention européenne. Voilà. Ok, très bien, c'est compris. Ensuite, que pensez-vous du postulat repris de Michael Sandel? Le mérite n'existe pas de manière collective. Que pensez-vous de ce postulat? Déjà, en général, quand je parle de méritocratie, je parle vraiment des meilleurs et des méritants, parce que la notion de mérite, déjà, dépend de chaque personne. Certains vont essayer d'avoir une vision relative à la quantité de travail, d'autres à la valeur qui va se rapprocher de la conception, de la valeur de la compétence. Maintenant, pour ce qui est de l'existence du mérite de manière collective, je suis pas forcément en accord ou en désaccord avec le propos. Le problème, c'est que sur une phrase comme ça donnée, j'aurais du mal, sachant que je n'ai pas lu l'auteur, même si on me l'a recommandé plusieurs fois, car j'avais peur de lire l'énième critique que j'ai déjà lu 50 fois. Donc, il faudrait que je voie le propos dans son ensemble. Si la personne peut essayer de me donner la référence du bouquin en question, je me ferai une joie de le lire. Eh bien qu'il nous la donne s'il est encore là dans le chat. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, n'hésitez pas, avant que l'on finisse cette interview, cette conférence, n'hésitez pas à donner toutes vos questions dans le chat. Avant-dernière question, l'égalité des chances de Malkev Thorsen, l'égalité des chances est-elle antinomique de la méritocratie, selon vous? Ah oui, enfin, ça n'est pas antinomique, mais c'est antinomique avec la méritocratie que l'on défend. En fait, la méritocratie, sans notre contexte patriote et enraciné, peut permettre l'égalité des chances, parce qu'on dit, voilà, tout le monde part du même principe, tout le monde part de tant d'argent, voilà, on met à plat tout le monde, et puis voilà, il y a égalité des chances et vous pouvez partir. Ça n'est pas notre but parce on veut préserver la famille, et même si on dit on abolit l'héritage demain, il y aura toujours un héritage culturel et d'enseignement qui fera que l'égalité des chances sera forcément viciée. Et même, je vais vous dire, dans le premier exemple que j'ai donné avec un système, je sais pas, communiste de caserne, bon, il y aura pas d'égalité des chances parce que naturellement nous ne sommes pas égaux, chacun a des capacités différentes. Donc en fait, ça n'est pas tellement que l'égalité des chances est antinomique avec la méritocratie, c'est que l'égalité des chances est une illusion. On peut essayer de s'en approcher le plus possible, à voir selon les dispositions. D'accord, très bien, parfait. Dernière question, que l'on traitera assez rapidement, mais qui mériterait d'en parler pendant des heures, de Cassé Marcus. N'avons-nous pas, en France, remplacé la méritocratie par la médiocratie? Très bonne question. Oui. Oui, bien sûr. Et le problème étant que la médiocratie se pâme d'être une méritocratie parfois. Et que les dénonciateurs de la méritocratie voient la médiocratie et l'appellent méritocratie. Donc non seulement on l'a remplacé, mais en plus on a gardé l'illusion précédente. Donc oui, on est vraiment dans l'inverse de la méritocratie, une reproduction des élites et en plus un nivellement par le bas constant, dont l'éducation nationale est le premier symptôme, parce que comme je vous l'ai dit, plus on abaisse l'éducation nationale, moins la méritocratie est possible. Voilà. Eh bien, c'était le mot de la fin. Je ne peux pas regarder toutes les réponses, toutes les questions, pardon, et toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et le temps ne nous le permet pas. Cependant, merci à tous pour avoir posé vos questions.
Je vais laisser Raphaël détailler son actualité et son futur au cercle, à l'Assemblée nationale, etc., afin qu'il puisse vous donner des envies de le suivre et ou afin que vous puissiez garder vos questions pour la prochaine fois. Et ensuite, je reviendrai afin de conclure. Alors merci. Donc oui, pour conclure rapidement sur mes actualités, déjà le combat pour nos églises, qui est un combat avant tout donc patriote, avance à vitesse grand V. 2 questions au gouvernement ont déjà été posées par les députés Madame Galzi et Monsieur Cabrolier sur demande de ma tribune, enfin en réponse à ma tribune chez l'Incorrect. 2 questions et j'ai participé, j'ai aidé à poser cette question pour Monsieur Cabrolier, qui est une question de bonne qualité et qui exige une réponse du ministre de la Culture. Donc les choses avancent concrètement. Et effectivement, j'ai un rendez-vous à l'Assemblée nationale avec plusieurs députés à l'Assemblée nationale pour discuter d'une potentielle proposition de loi dont je ne vais pas donner tous les détails, mais pour faire vraiment avancer les choses concrètement. Ensuite, chez Force Solidaire, eh bien, nous avons d'autres combats que nous allons lancer très prochainement, et évidemment la création des référents locaux. Donc, je vous invite à nous rejoindre et à me rejoindre sur Twitter, et sachez que je suis disponible, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, pour répondre à toutes vos questions. L'adhésion est de 10 € sur forcesolidaire.fr. Je vous attends, chers nouveaux militants. Très bien. Et aussi donc le 10 février. Le 10 février sur la chaîne Twitch pour parler justement des églises. Ne l'oublions surtout pas, le 10 février, réservez votre 10 février, car Raphaël reviendra nous parler donc des avancées de ce qu'il entreprend, lui et toute la force solidaire. N'hésitez pas, gardez vos questions et nous reviendrons ici même le 10 février afin de remettre ça, comme on dit. C'était Raphaël Veno sur la force solidaire. Je vous remercie pour vos questions, pour les débats aussi qu'il y a dans le chat, c'est très intéressant. Ne changez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'adhérer à Force Solidaire et n'oubliez pas d'adhérer au Cercle Aristote avec les goodies, avec les promotions de Noël qui finissent très bientôt, avec les rendez-vous du lundi, etc., etc. Merci à tous et à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.